La République est endeuillée par le terrible massacre de Valo. Chaque citoyen, chaque Jedi était encore sous le choc. Des milliers de morts, hommes, femmes et enfants, jonchaient encore le sol de la foire de la République. La chancelière Lina Soh avait également frôlé la mort, ce qui aurait pu faire exploser la République d'un seul coup. Mais elle tenait bon, malgré la violence qu'elle venait de subir. Et pour les Jedi, de nombreuses questions demeuraient au sujet du grand égaliseur qui avait anéanti l'Odengresttorm. Tandis que la population pleurait ses disparus, la guerre contre les Nihil était ouverte, et la traque ne cesserait qu'avec l'arrestation de leur chef, l'Œil. À cette fin, la maître Jedi Avar Kriss poursuivit Lournadi sans relâche. Lournadi, qui est présumé être l'Œil des Nihil, fut une proie extrêmement difficile à atteindre pour Avar Kriss. Lors de la première capture, elle parvint à s'enfuir du vaisseau prison. Mais Avar Kriss était déterminé et prêt à tout pour stopper la maître tempête. L'être lumineux qu'avait toujours été Avar Kriss était désormais terni par les ténèbres. La colère s'était complètement emparée d'elle, inquiétant ses plus proches amis. Mais pour la maître Jedi, la mission était prioritaire, même si pour cela, il était nécessaire de tourner le dos au Conseil et quitter le flambeau stellaire. Lournadi était à portée de main, et comme toujours, elle arrivait à s'échapper, augmentant la hargne d'Avar Kriss. Terek et Seret l'accompagnaient, mais ces derniers furent terrassés par le grand égaliseur que la maître tempête avait gardé avec elle. Les jumeaux vivaient, mais leur vie ne tenait qu'à un fil. Skir et Kif Trennis cherchèrent à ramener Avar Kriss à la raison, constatant que la marshal du flambeau stellaire s'était mue en un général tyrannique. Mais les tensions ne diminuèrent point, bien au contraire. L'obéissance était de mise, au risque d'être renvoyé de l'ordre. Après plusieurs jours de traque, Lournadi était enfin coincé. La rage d'Avar Kriss balaya tous les Nihil. Kif Trennis stoppa à temps la marshal qui allait porter le coup fatal à la maître tempête. C'était enfin terminé. Lournadi était enfin dans les mains de la République. La victoire acquise, le groupe prit le chemin du flambeau stellaire. Il était temps de mettre fin à toutes ces souffrances. Le flambeau stellaire continua sa mission d'apporter l'aide de la République partout où cela était possible, surtout avec le danger Nihil qui rôdait dans la galaxie. À cette fin, la station fut déplacée dans le système d'Eram, planète ayant subi une terrible tempête. La lumière de la République veillait à la reconstruction de la planète. À la tête de cette mission se tenait un des plus glorieux Jedi de l'époque, le maître Jedi Stellan Gios. Membre du Haut Conseil Jedi de Coruscant, il avait remplacé Avar Kriss, parti dans la traque de Lournadi. Avec la présence de la lumière de la République et du puissant Stellan Gios, les habitants d'Eram savaient que leur vie était sauve et que rien ne pourrait les atteindre. Mais le système d'Eram avait beau être auréolé de lumière, les ténèbres grandissaient ailleurs dans la galaxie. Sur la planète Le Dalo, les Arman méditaient sous la supervision d'Orla Jareni. Le Jedi avait conscience que durant le massacre de Valo, le côté obscur s'était emparé de lui. Il se devait ainsi de trouver la voie de la lumière, et ce fut par l'exil qu'il tenta de chasser les ténèbres de son âme. Dans un autre système, sur la planète X, Marchion-Ro préparait la suite de son plan. Accompagné de ses fidèles, il chargea de nombreuses caisses dans son vaisseau. Ces caisses contenaient les ténèbres à l'état brut, l'arme ultime contre les Jedi. Ces caisses contenaient de nombreuses créatures, appelées les Sans-Noms, les mêmes créatures que le grand égaliseur. Les Jedi n'avaient qu'effleuré l'horreur, et Marchion-Ro comptait bien les faire plonger dans l'enfer. Partout dans la galaxie, la peur était bien présente. Plusieurs systèmes étaient la cible d'attaques Nihil. Sans prévenir et de manière complètement aléatoire, les Nihil dévastaient les mondes avant de disparaître. Pour la République, comme les forces locales, il était impossible de prévenir les assauts. Sur Coruscant, les rapports étaient alarmants, et la liste des morts, aussi bien simples citoyens que Jedi, ne faisait que s'allonger de jour en jour. Le lieu le plus sécurisé de la galaxie n'était autre que le flambeau stellaire. Ainsi, de nombreux réfugiés s'installèrent autant que faire se peut dans les hangars de l'immense station qui, rapidement, furent surchargés. À bord du gaz électrique, 3 Nihil s'étaient agenouillés devant leur maître Marchion-Ro.
Une grande mission les attend. Une mission qui ébranlerait toute la galaxie si elle était couronnée de succès. Kale, Layel et Werera, malgré le poids de la tâche et de son issue, restèrent sereins et déterminés. Leur vie importait peu par rapport au projet de l'œil. Des plans obtenus grâce à la sénatrice Ghira Staros leur sont donnés, et sans un mot, les trois Nihil se dirigent vers leur vaisseau. Le point impitoyable de Marchioro était en marche, en direction de la lumière qu'il se devait d'éteindre. Ils arrivèrent dans le système des rames, là où brillaient l'espoir, la liberté, la lumière et la vie. Plein de vaisseaux s'arrimaient dans le hangar de la station, tout autant de personnes cherchant à fuir la mort. Mais s'ils fuyaient la mort, c'était elle qui allait venir à eux. Le vaisseau des Nihil se posa dans le hangar en informant qu'il transportait une cargaison de Rastar. Une cargaison certes inhabituelle, mais qui, tant qu'elle restait bien verrouillée, ne serait pas un problème. Kale, Layel et Werera équipèrent leur tenue de techniciens du flambeau stellaire. Ainsi, ils parcouraient les couloirs et hangars de la station, croisant de nombreuses personnes inquiètes, mais également souriantes. La situation avait beau être précaire, ils étaient en sécurité sur le flambeau. Une situation qui allait drastiquement changer. Dans le bureau du Marshal, Stellan Gios était troublé, affaibli. De nombreuses perturbations dans la force viennent le déstabiliser, l'empêchant de réfléchir et de dormir. Parfois son esprit se voile, mais c'est également des voix qui semblent faire écho dans les couloirs de la station. Des voix réclamant d'être nourries, car leur faim ne serait pas assouvie. Le maître Jedi pensa immédiatement aux Drengir. Se pourrait-il que ces derniers soient en capacité de communiquer avec leur reine endormie? Cette hypothèse fut rapidement balayée. Les Drengir étaient vaincus, et leur reine avait quitté le flambeau stellaire. L'origine des troubles était donc ailleurs. La peur des réfugiés dans la station, les attaques incessantes des Nihil, ou tout simplement une forte fatigue qui s'accumule de jour en jour. Une question qui ne trouvait pas de réponse, mais qui faisait redouter chez Stellan Gios une menace qui pourrait frapper à tout moment. La mission des trois agents Nihil se poursuivait sans obstacle apparent. Ils poursuivaient les couloirs techniques de la station jusqu'à arriver aux cellules de détention. Là se tenaient deux Nihil enfermés, Chancey Yarrow et Nan, deux Nihil qui avaient opéré sur la station à Maxine. En échange de leur liberté, elles aidèrent les trois agents dans leur mission. Les hangars du flambeau stellaire étaient de plus en plus surchargés de nouveaux arrivants. En effet, Marchioro, déterminé à faire plier la République, commandita de nombreuses attaques simultanées partout dans la galaxie. Escherta, Aline, Yexom, Japeal, Thaïs Barbeau. De nombreux noms de systèmes qui s'ajoutaient à la liste des victimes. Des villes brûlées, des cadavres parsemaient les rues, et des temples Jedi partaient en fumée. La République dispersa ainsi ses forces pour tenter de stopper ces nombreuses attaques. Après plusieurs mois d'exil, Elzarman, accompagné d'Orla Jareni, arrive sur le flambeau stellaire. L'accueil fut chaleureux de la part de Stellan Gios qui pouvait retrouver son ami de toujours, qui semblait aller pour le mieux. De plus, deux grandes Jedi en renfort ne seraient pas de trop, compte tenu des événements. À peine les retrouvailles effectuées, Orla Jareni confirma à Stellan Gios qu'une perturbation dans la force était bien perceptible en ces lieux. À la différence de Stellan Gios, la Jedi pouvait décrire parfaitement ce qu'elle ressentait. La perturbation ne faisait pas troubler la perception. Elle drainait la force, comme si elle s'en nourrissait. La crainte des Jedi se renforça encore plus, car ce qui provoquait cette perturbation était physiquement présent au sein de la station. Mais que cela pouvait-il être? Orla Jareni ne pouvait pas le savoir. À cette fin, une enquête urgente s'organisa. Les Jedi Regal Cole, Orla Jareni et Indira Stokes partirent trouver la source de cette menace. Ils arrivèrent dans les zones de maintenance, là où personne ne devait se rendre. Malgré le fait qu'ils étaient dans le flambeau stellaire, les Jedi ne se sentirent pas en sécurité. La perturbation était de plus en plus forte, de plus en plus perceptible. Elle semblait s'immiscer dans chaque individu. Un sentiment qui provoque une pression dans la poitrine, comme si respirer devenait un effort. Mais les Jedi étaient des chevaliers courageux, et ils s'enfoncèrent encore plus dans les ténèbres. Ils se séparèrent afin de couvrir un maximum d'espace. Regal Cole se dirigea vers la zone d'entrepôt, là où les vaisseaux cargo étaient amarrés.
La perturbation était ici. Il n'y avait plus aucun doute. Plus il avançait, plus la pression était forte. Son cœur battait de plus en plus fort, et la température baissait de plus en plus. Son esprit était très perturbé, et il n'arrivait plus à distinguer la réalité du faux. Il distinguait parfois des formes, mais étaient-elles réelles? Il s'approcha d'un vaisseau. La perturbation venait d'ici, il en était sûr. Il ouvrit la porte du vaisseau, et quelques secondes après, le Jedi était devenu poussière. Regal Cole n'était plus. Indira Stokes parcourait les couloirs de la station depuis quelques minutes, mais ne trouva rien de particulier. Mais soudain, elle s'arrêta. Quelque chose approchait. Elle commença à trembler, son cœur s'accéléra. Elle se retourna, mais elle ne vit rien. Des sueurs froides coulaient sur son front. La peur commençait à s'emparer d'elle. Le sol s'effondrait. Elle ne savait pas où mettre les pieds. Les murs commençaient à bouger. La lumière s'éteignit. Son esprit vacillait. Les ténèbres déchira son âme. Et elle s'effondra. Horloge Araignée ressentit la détresse d'Indira Stokes et accourut vers elle. Elle retrouva sa sœur d'armes au sol. Par miracle, son cœur battait encore, mais très faiblement. Son esprit, par contre, ne répondait plus. Elle ne sut pas ce qu'Indira Stokes avait rencontré, mais cela ne faisait aucun doute que cette force, chose, ou qu'importe ce que c'était d'ailleurs, avait la capacité de terrasser les plus forts Jedi en l'espace de quelques secondes. Ce qui, de ce fait, mettait en danger l'ensemble de la station. Indira Stokes fut envoyée d'urgence à la flèche médicale, accompagnée par son padawan Belzetifar. Ce dernier fut marqué par le fait que l'esprit de son maître Jedi n'était pas le seul à avoir disparu. Il ne ressentait plus du tout la force en elle. Indira Stokes était devenue une enveloppe vide. Horloge Araignée poursuivit son enquête. Elle était très inquiète. 2 maîtres Jedi avaient été terrassés en l'espace de quelques minutes et à 2 endroits différents. Il s'avérait que ce n'était pas qu'une menace qui était présente dans la station, mais plusieurs. Et qui plus est, ces menaces avaient la capacité de frapper partout à tout moment sans être vues. La lumière grésilla. Elle sentit un premier frisson sur sa peau. Elle resta en alerte car elle n'était visiblement pas seule. Et elle eut raison. Mais trop tard. Elzarman et Stellangios comprirent à cet instant que le flambeau stellaire n'était plus un lieu sûr pour les Jedi. Si les maîtres pouvaient être défaits en quelques secondes, tous les autres Jedi risquaient d'être décimés si une solution n'était pas immédiatement trouvée. Et la transformation en cendres de Regal Cole et Horloge Araignée révéla une glaciale réalité. Ce qui était arrivé à Loden Greystorm sur Gritzal était en train d'attaquer la station. Elzarman informa cependant qu'il ne subissait aucune perturbation dans la force. Le fait que son exil sur l'Odalo et sa fermeture à la force pouvaient être un atout face à cette menace, Stellangios, qui s'affaiblissait d'heure en heure, eut la même conclusion. La force était définitivement en danger, au sein d'un flambeau qui se devait d'être son porte-étendard. Une question commença à se poser. Comment ces menaces avaient pu infiltrer le flambeau stellaire? Et surtout, combien étaient-elles? À bord du gaz électrique, Marc Yonro siégeait sur son trône d'obsidienne, élevé comme un autel dédié à la destruction. Le grand œil d'Enil contemplait son plan se dérouler avec une précision chirurgicale. Un sourire cruel se dessina sur son visage marqué par la haine. Voir cette république décadente et ces Jedi arrogants se débattre dans un piège qu'il avait tissé avec patience et sadisme nourrissait en lui une jubilation glaciale. Mais ses ennemis n'avaient encore rien vu. Les événements actuels n'étaient qu'un prélude, une ombre portée de l'enfer qu'il comptait déchaîner sur la galaxie. À ses côtés se tenait la sénatrice Ghira Starros, son espionne, sa complice, son venin injecté en plein cœur du Sénat galactique. Silencieux, leurs regards convergeaient vers l'immense baie d'observation où, dans l'obscurité artificielle du vaisseau, une nouvelle armée prenait forme. Des vaisseaux de transport s'arrimèrent un à un aux hangars du gaz électrique. Le sifflement des vérins hydrauliques résonna dans les couloirs alors que les soutes s'ouvraient, dévoilant des rangées impeccables de droïdes de combat, froids, implacables, imperturbables. Leurs photorécepteurs rougeoyaient à l'unisson, comme un millier de dieux, annonçant la fin d'un monde. Cette armée, Marc Yonro ne l'avait pas simplement conçue pour conquérir. Elle était le symbole de l'avenir Nihil, un avenir sans pitié, sans loi, sans république. Tandis que l'ombre s'étendait, le système d'Eram devenait le théâtre d'une tragédie orchestrée. Mais ce n'était qu'un prélude.
la véritable guerre, celle qui marquerait à jamais l'histoire des galactiques, allait bientôt commencer. Avar Kriss arriva dans le système d'Eram avec Lournadia comme précieux otage qui devrait mettre fin à la menace Nihil, ou du moins grandement l'affaiblir. Lors de son arrivée dans le système, elle contacta Stellangios. Cependant, ce qui devait être un moment de fierté et de retrouvailles fut entaché par l'information qu'Avar Kriss avait été démise de ses fonctions de marshal du flambeau stellaire au profit de Stellangios. La maître Jedi fut profondément blessée, car malgré sa détermination pour combattre la menace, elle avait fini par être mise de côté et de ne pas être soutenue par le Conseil Jedi. Au cœur de la station, la main de l'œil se referme progressivement. Les saboteurs parvinrent à couper les communications tout en masquant l'alerte sur les systèmes de sécurité. Et enfin, ils verrouillèrent les portes des hangars. Sans le savoir, tous les occupants de la station étaient désormais dans un tombeau qui plongea dans l'obscurité après la désactivation de l'électricité. Le piège enfin refermé, il ne manquait plus qu'à enclencher la dernière étape du plan de Marchion-Ro. Les Nihil arrivèrent à la salle du réacteur, et après une dernière pensée pour leur maître, ils enclenchèrent les charges explosives. Toute la station fut ébranlée par un bruit sourd et une vibration qui terrifia chaque occupant. Les flammes déchirèrent le cœur de la station. La coque du flambeau stellaire vola en éclats et progressivement, la station perdit en altitude, en direction de la planète Eram. Dans la salle de contrôle, l'inquiétude était plus grande. En effet, les alertes d'avarie sonnèrent. La station avait échappé à la dislocation, mais elle était tout de même séparée en deux. Le réacteur était un réacteur nucléaire, et de ce fait, son explosion provoqua un énorme taux de radiation. Quiconque chercherait à passer entre la partie supérieure et inférieure serait condamné à mourir en quelques minutes. Avar Kriss amarra la station afin de porter secours aux occupants en détresse, mais face à eux se dressait un puissant sans nom. À peine la créature fut à portée des Jedi que ces derniers sombrèrent dans une douloureuse folie. Des visions leur déchirèrent l'esprit. Leurs frères d'armes s'étaient transformés en spectres et la force tout comme leur vie commencèrent à les quitter. Ainsi se terminerait la vie de Kif Trennis, terrassé en quelques minutes par une créature démoniaque. Mais Skir, déconnecté de la force, ne laisserait pas sa ancienne padawan mourir. Courageusement, il se jeta sur la créature qui, face à la puissance du Trandoshan, fuit. La menace était écartée, mais non pas sans victime. Le Jedi Nuran Bakara Kana avait sombré, et sa vie s'effaça en poussière. Stellangios, Nibasek et Ilzarman recherchèrent un moyen de contacter la République. Les communications étant désactivées, il était nécessaire de trouver un autre moyen parmi tous les vaisseaux présents. Nibasek, quant à elle, se devait de trouver ce qui avait tué Regal Cole. Mais malgré toutes les précautions prises et l'expérience de la Jedi, s'opposer à l'incarnation même de la mort et de l'obscurité était peine perdue. Tout comme Orla Jareni, le froid pénétra ses os, l'obscurité l'entoura, la terreur la submergea, et l'étreinte se referma définitivement sur son cœur. Stellangios, grâce à Leox Gazi, parvint à contacter la République et réclama des renforts d'urgence pour évacuer la station. Mais la République avait éparpillé ses forces dans toute la galaxie afin de repousser les nombreuses attaques des Nihil. Il était impossible de rejoindre à temps la station. Pour le maître Jedi, la situation était catastrophique. Sans renfort extérieur, tous les occupants du flambeau stellaire allaient mourir, sans compter sur les dégâts immenses que provoquerait l'impact de la station sur la planète. Les prochaines heures allaient être déterminantes, et Stellangios épuisé se devait de trouver une solution. Tandis que les trois saboteurs savouraient leur victoire, le chaos se répandit dans toute la station. Les radiations occupèrent tout le centre de la station, la partie supérieure comme inférieure était la proie des sans-noms qui dévoraient les Jedi. Les passagers attendaient leur sort funeste. Belzetifar et Bouryaga Gabouri, de leur côté, se devaient de rétablir le courant de la flèche médicale. Si les générateurs auxiliaires s'éteignaient, tous les patients mourraient, notamment Indira Stokes. De son côté, Elzarman prit le risque de se rendre dans la zone irradiée afin de rediriger l'énergie vers les systèmes vitaux de la station. Durant son périple, Elzarman s'enfonce dans un enfer ardent, tandis que l'infrastructure de la station émet des grincements de plus en plus puissants. Il était évident à cet instant que le flambeau stellaire risquait à tout moment de se disloquer. L'Ataraxia était le seul grand vaisseau dans le système.
Pour Orbaline, il était peut-être possible qu'en utilisant les rayons tracteurs du vaisseau, la station pourrait être stabilisée, du moins le temps que l'évacuation puisse être opérée. Le Jedi calculait toutes les possibilités et ne vit pas que derrière lui se dressait l'Urnadi. Le tir transperça la tête du Jedi qui s'écroula au sol. L'impitoyable Twi'lek avait pris sa revanche sur sa défaite sur Valo. Elle prit les commandes de l'Ataraxia, puis s'enfuit. Plus les minutes passèrent, plus Stellan Go se résolut à accepter que la station allait s'écraser irrémédiablement. S'il ne pouvait pas sauver les captifs de la station, il pouvait au moins sauver ceux de la surface. Il contacta la reine des rames, Tandeka, afin de lui informer que le flambeau stellaire allait s'écraser sur la planète. L'impact de la station se trouverait sur une des plus grandes villes de la planète. Il était donc primordial d'évacuer les habitants. La reine et les Jedi se regardèrent, comprenant que cet appel était sûrement le dernier. La lumineuse station s'était transformée en un cauchemar mortel, et malheureusement, les Jedi, aussi puissants étaient-ils, ne pourraient rien faire face à la mort qui les attendait. Dans les rues de la ville, l'évacuation fut enclenchée. De longues colonnes d'exilés se formèrent, abandonnant leurs maisons et leur histoire. Les communications, tout comme l'énergie de la flèche médicale, furent rétablies grâce à Elzarman, Belzetifar et Buryaga. Durant leur retour, les deux Padawans découvrirent le corps sans vie de Nibasek. La douleur fut immense pour Buryaga qui venait de perdre son maître, une douleur que Bel ne connaissait que trop bien. Il était nécessaire d'isoler les parties de la station afin de bloquer les créatures qui décimaient les Jedi. À cette fin, les Jedi créèrent des équipes de personnes non sensibles à la force afin d'activer les portes d'isolement. Avar Kriss et Kif Trennis accédèrent à la salle de contrôle du flambeau stellaire afin d'évacuer les derniers survivants. Les flammes dépeignèrent un paysage infernal avec au centre Estala Maru qui, grâce à la force, faisait tout pour maintenir la station en un seul morceau. Mais le maître Jedi souffrait le martyre et cria aux Jedi de fuir. Avar et Kiv récupérèrent Terek et Seret. À peine elles fuirent la station que Estala Maru lâcha prise et une gigantesque explosion disloqua la station. Sur Eram, tout comme dans l'espace, la séparation du flambeau stellaire en deux parties est une véritable vision d'horreur. Tous les espoirs de la République, tous les espoirs des démunis se brisèrent avec la station. La République, aussi lumineuse était-elle, venait symboliquement de s'éteindre dans le cœur de ceux qui croyaient en elle. Afi Holo, dans le hangar de la station, parvint à envoyer un message en boucle dans la galaxie. Un message de désespoir qui suppliait tous ceux qui pouvaient l'entendre de venir les aider, de venir les sauver d'une mort certaine. Sur Coruscant, ce message résonnait comme une énième blessure infligée à une république déjà meurtrie. La chancelière Linasso demanda à tous ceux qui le pouvaient d'aider les naufragés, ce que beaucoup de personnes firent sans hésiter. Dans le système des rames, de nombreux vaisseaux arrivèrent, chacun représentait un espoir que l'on pensait disparu. Mais parmi ces vaisseaux, un croiseur attendait au loin, contemplant l'horreur qui se déroulait. Ce vaisseau n'était autre que le gaz électrique, avec à son bord le terrible Marc-Unro savourant son œuvre. Il ordonna O'Neill de ne pas intervenir. La République devait agoniser tel un animal blessé, attendant sa mort prochaine. Les portes des hangars étaient fermées, les occupants n'eurent d'autre choix que de les faire exploser au risque d'emporter violemment les vaisseaux en dehors de la station. Un risque nécessaire car l'autre choix n'était autre que la mort. Belzetifar, dans l'objectif de libérer le plus d'espace pour l'évacuation, fouilla le cargo des Nihil, mais en ouvrant la porte, il libéra une nouvelle horreur, cette fois-ci bien connue. Des Rastars. Bel parvint à fuir grâce à son ami Buryaga Gabouri. Ce dernier avec Elzarman combattirent les Rastars, mais les sans-noms avaient tellement affaibli les Jedi que les prédateurs prirent le dessus. Buryaga fut emporté par un Rastar dans un cri qui déchira le cœur d'Elzarman. La décompression des hangars fut enclenchée, et les vaisseaux parvinrent à quitter ce qui aurait pu être leur tombeau. Il ne restait qu'une dernière mission pour Belzetifar, sauver les occupants de la flèche médicale qui continuait sa trajectoire vers la planète. Il entreprit ainsi de faire exploser une bombe artisanale afin de propulser la structure en dehors de l'attraction des rames et être remorqué par plusieurs vaisseaux au moyen de rayons tracteurs. En parallèle des préparatifs, le gouvernement d'Eram demanda à leur reine de prendre des mesures drastiques afin de protéger leur peuple. Pour le gouvernement, la solution était simple. Il fallait tirer un barrage de missiles qui ferait exploser le flambeau stellaire pendant qu'il était encore dans l'espace.
Certes, les occupants seraient tous condamnés, mais leur peuple serait sauf. Pour la reine d'Eram, cette solution était inenvisageable. Malgré la détresse de la situation, elle gardait une confiance inébranlable envers les Jedi et ne voulait pas non plus être une fossoyeure d'innocents. Son peuple serait sauvé, elle en était sûre. Du moins, l'espérait-elle. Malgré le fait que Nan et Chancey Yaru avaient participé à la destruction du flambeau stellaire, il était hors de question d'en faire leur tombeau. Elles décidèrent de réparer les stabilisateurs, mais Kel, Leiel et Werera ne leur permettraient pas d'y parvenir. Les Nils s'affrontèrent, et les deux femmes l'emportèrent. Mais malheureusement pour elle, Elzarman leur fit face, la rage et la colère étaient visibles sous son visage. Elles n'eurent à peine le temps de s'expliquer que le Jedi découpa en deux Chancey Yaru. À l'instant où Elzar allait abattre sa fureur sur Nan, Stellan Gios intervint pour l'en dissuader. Le maître Jedi parvint à le raisonner et à lui faire comprendre les intentions de la Nihil, mais malheureusement, il était dorénavant trop tard pour enclencher les stabilisateurs. Le crash était inévitable. Stellan Gios prit les commandes de la station afin d'essayer de la guider vers une zone d'impact déserte et ordonna à son ami et Nan de fuir la station. Elzarman enclencha la capsule de sauvetage et Belzetifar, quant à lui, enclencha la bombe qui lui parvint de sauver toute la flèche médicale. Il ne restait maintenant que Stellan Gios, faisant face à sa destinée héroïque. Sur Eram, Avar Kriss et Elzarman regardèrent le ciel s'obscurcir. Une ombre immense menaça la ville. Le flambeau stellaire, autrefois lumineux et porteur d'espoir, s'était transformé en menace obscure et destructrice. Mais l'ombre, progressivement, s'éloigna de la ville. Les trois Jedi entrèrent en communion afin de se dire adieu. Au loin, la station s'approcha de la surface et dans une gigantesque explosion, elle s'éteignit à jamais. L'étoile de la République, le phare de l'Espérance et Stellan Gios, celui qui était appelé leur étoile du Nord, n'étaient plus que deux astres morts. La destruction du flambeau stellaire créa un séisme dans toute la galaxie. Pendant 2 ans, la République avait été attaquée de toutes parts. La catastrophe du Legacy Run qui avait provoqué plus d'1 milliard de morts, le massacre de Valo et finalement la destruction du flambeau stellaire, la grande fierté de la République. Parmi la population, tout comme au Sénat galactique, la question était la même. Quand est-ce que cette série de violences allait prendre fin ? Au sein de l'ordre Jedi, les pertes étaient importantes. 13 Jedi perdirent la vie en quelques instants. Estala Maru, Orbalin, Skir, Nuramba Karakana, Monchi, Stellan Gios, Orla Jareni, Nibasek, Regal Cole, Buryaga Gaburi, Torban Buck, Farzala Tarabal et Lula Talisola. Des Padawan comme des maîtres Jedi. La mort de Stellan Gios fut extrêmement douloureuse, car il s'agissait d'un membre du Haut Conseil Jedi, mais surtout un ami et un frère pour Avar Kriss et Elzarman. La douleur fut également dévastatrice pour Vernestra Rwo. Tout comme l'avait subi Belzetifar avec la mort de Loden Greystorm, Vernestra pleurait son maître qui lui avait tant appris. Ces événements la marquèrent à jamais. Comac Vitus, de son côté, quitta l'ordre. La perte de son ami Orla Jareni était beaucoup trop douloureuse pour qu'il puisse continuer ses fonctions. L'ordre Jedi prit une décision drastique. Face au sans-nom, les Jedi n'étaient dorénavant plus en sécurité dans la galaxie. De ce fait, le Conseil prit une décision lourde de conséquences. Un message d'alerte fut lancé. Tous les Jedi, maîtres, chevaliers et Padawan se devaient de rentrer immédiatement sur Coruscant, et la bordure extérieure devint zone interdite. Si même les Jedi n'étaient plus en sécurité et se repliaient dans leur temple, qui était donc en sécurité face au Nihil ? Tandis que le Sénat, l'ordre Jedi et la population étaient focalisés sur les décisions à prendre suite à ces catastrophes, les communications furent piratées et un message glaçant fut diffusé à toute la galaxie. La République et les Jedi rencontrèrent enfin leur véritable bourreau. Notre galaxie vient de voir le flambeau stellaire se disloquer, s'écraser et brûler. La majorité d'entre vous adorait déjà reconnu la main des Nihil. Mais jusqu'à cet instant, très peu comprenaient quelles mains dirigeaient les Nihil eux-mêmes. En d'autres termes, il est temps pour moi de me présenter. Je m'appelle Marc, je suis l'œil de Sifu, l'œil des Nihil. On a beaucoup insisté sur le symbole d'espoir pour représenter soi-disant le flambeau stellaire. Mais il n'y a pas d'espoir dans cette région de la galaxie. Il n'y a que du désespoir. Il n'y a que les Nihil. Ce sont les Nihil qui ont provoqué la grande catastrophe de l'hyperespace. Et rien ne nous empêcherait de recommencer. Ce
Ce sont les Nihil qui sont surpris à la foire de la République sur Valou et qui ont regardé votre arrogante chancelière saigner à leurs pieds. Et aujourd'hui encore, ce sont les Nihil qui ont décroché le flambeau du ciel pour l'abattre dans les flammes. Ne comptez pas sur la République pour vous protéger. Ne comptez pas sur les Jedi pour vous protéger non plus. Nous avons prouvé qu'ils n'étaient même pas capables de se protéger eux-mêmes. Nous allons bon sens. Nous frappons bon sens. Notre volonté est la seule autorité dans ce secteur de la galaxie. Il n'y en aura jamais d'autre. Je ne désire pas régner sur la galaxie. Parce que, si je le souhaitais, vous seriez déjà tous à ma botte. Mais je prendrai ce qu'il me plaît, quand il me plaît, et personne ne se mettra en travers de mon chemin. République, Jedi, ou autre. Ils ne peuvent pas me barrer la route. Les Nihil ont prouvé leur puissance, et nous en userons à notre guise. Cette galaxie est à moi.